une soirée qui est organisée d'une part par la Confédération paysanne et d'autre part par le collectif Stop TAFTA. Je vais vous rappeler les membres de ce collectif. Donc c'est Albert Climat Énergie, l'Association des médecins contre les pesticides, Attaque 87, Europe Écologie Limousin, Ensemble, les Amis de la Terre Limousin, le WEB 87, le Donne 87, le PCR 87, Parti Gauche 87 et 55 citoyens pour Limoges. Voilà, alors cette soirée, dès le départ, a été construite comme une soirée pédagogique. C'est-à-dire que l'idée est quand même que l'on se mette tous à nouveau sur au moins une base commune de ce que sont ces échanges, parce que ce n'est pas le sujet de conversation le plus courant pour nous. Et nous resterons ce soir à la question de l'agriculture et des consommateurs, de la consommation. La soirée va se passer en deux parties. Du moins, il va y avoir une explication de ce que sont ces accords. Michel Bory vous expliquera du point de vue général, et puis Jacques Pasquier, qui est nous expliquera l'aspect agricole de ces échanges. Et quand nous aurons fait cette présentation, après nous ferons une série de questions, des questions que nous avons prévues dans un premier temps, et puis dans un second temps, vous pourrez poser des questions en espérant que nous ayons déjà répondu à vous avez posé quelques questions. Voilà. Donc, puis on va commencer par l'intervention de Michel Bory. Bonsoir. Donc, je vais faire un petit historique pour commencer, parce que tout ça n'est pas de la génération spontanée, donc ça vient de relativement loin. Donc, la conférence internationale sur le commerce et l'emploi s'est réunie le 24 mars 1948 à La Havane et a arrêté le texte de la charte de La Havane instituant une organisation internationale du commerce. Les États-Unis ne l'a pas ratifié et les autres pays ont agi de même. Avant la fin des négociations, 23 pays avaient décidé de mettre en œuvre un système provisoire de libre-échange, baptisé le GATT, Accord général sur les tarifs douaniers et de commerce. Lors de la réunion de Marrakech en 1994, qui regroupe 125 pays, la décision a été finalisée de créer l'Organisation mondiale du commerce, soit l'OMC, le 1er janvier 1995. L'objectif est de généraliser les accords de libre-échange aux produits agricoles, aux services et à la propriété intellectuelle. C'est pour contourner les lenteurs et pesanteurs dues aux nombreuses oppositions qui ont fait échouer les discussions en particulier sur l'agriculture que les États-Unis ont lancé l'ALENA, accord de libre-échange avec le Mexique et le Canada dès 1994. De nombreux autres accords bilatéraux ont également été mis en place. C'est d'ailleurs avec l'ALENA, après 20 ans de recul, que nous connaissons mieux la réalité et les conséquences catastrophiques de ces accords libre-échange sur les peuples. Nous parlons du TAFTA ce soir, mais n'oublions pas tous les accords libre-échange comme le CETA entre l'UE et le Canada, mais aussi ceux avec l'Afrique de l'Ouest et plusieurs dizaines d'autres au niveau mondial. Concernant l'accord en particulier UE-USA, qui s'appelle TAFTA, PTCI, TTIP, GMT, enfin il a plein de noms, mais c'est toujours le même accord, entre l'Union européenne et les États-Unis, les pourparlers informels ont commencé depuis déjà longtemps entre gouvernements, déclaration transatlantique en 1990, mais aussi entre groupes industriels et financiers qui élaborent des propositions, des recommandations. C'est le TABD, je ne vous dirai pas les termes exactement, qui a été créé en 1995 et où on retrouve entre autres Total, Airbus, Philip Morris, Microsoft et d'autres petites entreprises. Le moment n'étant pas propice, les oppositions trop fortes, rien de concret n'est encore sorti, si ce n'est la tentative de l'AMI, accord multilatéral pour l'investissement, discuté secrètement entre 1995 et 1997. Cet ami, qui était un mauvais ami, a été repoussé grâce à la mobilisation citoyenne, le 14 octobre 1998. M. Jospin a annoncé que la France ne participerait plus aux négociations de l'AMI. Le refus de la France avait alors encouragé les réticences des autres pays et provoqué l'arrêt des négociations. Donc, c'est toujours possible de pouvoir faire arrêter un traité. Cependant, les rencontres et dialogues se sont poursuivis, aboutissant à l'établissement du Conseil économique transatlantique en 2007 et à la mise en place d'un groupe de travail de haut niveau sur la croissance et l'emploi en 2011. En février 2013,
le Conseil européen, sommet des chefs d'État ou chefs de gouvernement, se prononce en faveur d'un accord commercial global et le 14 juin 2013, il approuve le lancement des négociations. Elles débutent en juillet 2013 à Washington avec l'objectif d'aboutir à un accord en 2015. 2 autres réunions se sont déroulées en 2013, novembre et décembre, d'autres en 2014, mai, juillet, octobre, et une est prévue au mois de décembre. Sous la pression, le mandat a été divulgué le 9 octobre 2014, même si ce mandat a été connu depuis le 22 juin 2013 grâce à des indiscrétions. Alors, ce mandat, ou la feuille de route des négociations, seuls les gouvernements, ce que l'on appelle le comité 207, sont informés du déroulement des négociations, ainsi que les firmes américaines, les multinationales et leurs lobbies. La volonté est clairement affichée de parvenir à la réalisation complète des accords de l'OMC et d'aller au-delà de ce que ces accords prévoient. Cet accord doit contenir des dispositions relatives au commerce et au domaine en rapport avec le commerce. Il doit prévoir la libéralisation réciproque du commerce des biens et des services, ainsi que des règles liées aux questions commerciales. Il doit instaurer l'élimination des droits de douane et celle des obstacles réglementaires inutiles, appelés aussi barrières non tarifaires, et instaurer également l'amélioration des règles à propos des marchés publics et de la protection des investissements. Je reviendrai dans la suite pour expliquer un peu plus dans le détail. Il faut savoir que sur 130 réunions préparatoires, au moins 119 impliquaient des rencontres avec des grandes entreprises et leurs groupes de pression. Les termes société civile, qui est repris dans le mandat, ont apparemment une signification restreinte pour la Commission européenne. Ainsi, le monde des affaires est responsable de 65% du texte des mandats. Donc, une forte pression de leur part. Dans ce mandat, donc le commerce des marchandises. Les tarifs douaniers entre les USA et l'UE sont globalement assez faibles, suite aux accords conclus dans le cadre de l'OMC. Cependant, ils sont encore élevés dans le secteur de l'agriculture, 7% pour les USA et 13% pour l'UE, voire plus pour certains produits sensibles. L'agriculture des USA est beaucoup plus industrialisée, avec des fermes beaucoup plus grandes que dans l'UE, et des protections sociales et environnementales plus faibles. La baisse des droits de douane entraînera une arrivée massive de produits agricoles américains, face auxquels les productions de l'UE ne seront pas compétitives. La seule possibilité pour notre agriculture sera d'aller vers un modèle encore plus industriel, plus intensif, néfaste pour la qualité des produits, pour l'environnement et pour l'emploi. Sur 1000 hectares, l'agriculture emploie 57 personnes dans l'UE, contre 6 aux USA. On assistera à la désertification des campagnes, la relocalisation de l'agriculture deviendra impossible. On a l'exemple malheureux à l'heure actuelle avec les fermes des 1000 vaches dans la Somme et plus près de chez nous, les 1000 veaux en Creuse. Sur les commerces et les services, le but est de supprimer tout ce qui entrave la libre concurrence des activités de service. Des secteurs comme la santé, l'éducation, l'eau, la recherche, les transports, la sécurité sociale, relativement protégés jusqu'ici, vont être soumis à la concurrence, ce qui conduira à leur privatisation. En effet, en vertu du principe de traitement national, il faudra accorder les mêmes traitements aux entreprises étrangères que celui accordé aux entreprises nationales, donc aux services publics. Ce sera financièrement impossible et on aboutira donc à la privatisation. La Commission européenne, qui négocie ce traité en notre nom, est en train de légitimer le contrôle de l'action des États par la finance et les multinationales. La protection des investissements. Dans cette protection des investissements, il y a la protection maximum des investisseurs et de leurs investissements, c'est-à-dire les grandes multinationales.
Cet article tient à fournir le plus haut niveau possible de protection juridique et de garantie pour les investisseurs européens aux USA. Son champ d'application, c'est la libéralisation des investissements de manière à ce qu'ils ne soient pas bloqués par la législation, réglementation et les protéger du droit de propriété. Nous avons un exemple au Brésil où une loi qui obligeait les investisseurs étrangers de réinvestir 10% des bénéfices nets du bilan précédent sur le lieu de l'entreprise a dû être abrogée car c'était une contrainte déraisonnable au vu de certaines multinationales. Si TAFTA a été ratifié, nous verrions les mêmes procédures en Europe et aux États-Unis, puisque c'est exactement la même chose. Le résumé de ces articles sont les propos du patron d'American Express qui disait, et qui dit toujours, investir pour une multinationale, investir où il veut, quand il veut, comme il veut, et s'en aller quand il a décidé. Cet article s'attaque aussi à un sujet qui a fait sortir la France des négociations du traité AMI en 1998, l'organe de règlement des différends. Donc ce mécanisme privé d'arbitrage, il s'agit d'enlever aux juridictions nationales leurs compétences à l'égard des investisseurs américains et de doter ces derniers du pouvoir de recourir à une instance d'arbitrage privée, contraignante dans leur action contre les États et les pouvoirs locaux. C'est-à-dire qu'ils mettront un tribunal où ils seront entre amis et décideront entre amis que telle localité devra payer des amendes parce qu'elle n'a pas joué la libre concurrence. Le mécanisme de règlement des différends, qui s'appelle aussi ISDS. Le but de cet accord est de mettre en place une justice permettant aux firmes multinationales de poursuivre les États qui entraveraient leur business et donc leurs profits. Les juridictions nationales perdraient leurs compétences au profit d'une instance d'arbitrage privée. L'expérience montre qu'elle constitue une justice au service des multinationales. Les peuples perdraient leur capacité à décider souverainement de leurs lois. L'accord s'appliquerait également, et c'est là, même si déjà au départ c'est déjà une catastrophe, mais en plus, l'accord s'appliquerait également au niveau régional, départemental et local. Une entreprise pourrait réclamer des dommages et intérêts à une mairie si un arrêté municipal menaçait de faire baisser sa rentabilité potentielle, même si cet arrêté visait à améliorer la vie des concitoyens. Par rapport au marché public, il ne peut y avoir, à quelque niveau que ce soit, national, régional ou local, des règles qui seraient des obstacles au marché public, parce qu'elles sont plus rigoureuses que nécessaires afin de permettre un accès en Europe aux entreprises américaines et aux entreprises européennes aux USA. Exemple, quand pour aider une région en difficulté, l'État facilite les marchés publics vers cette région, ceci est un obstacle non nécessaire. Lors des appels d'offres, on ne pourra plus demander certaines exigences qui pourraient fausser la concurrence et les investissements. Les obstacles non tarifaires et les réglementations techniques et les normes. Le mandat concerne aussi les obstacles non tarifaires. Ce sont en fait les législations, les réglementations, les normes sociales, sanitaires, phytosanitaires, environnementales ou techniques jugées trop contraignantes par les multinationales et contraires à la concurrence. Les USA et l'UE ont des modes de fonctionnement différents dans ce domaine. Ainsi, en Europe, nous avons le principe de précaution. Pour introduire un nouveau produit ou un procédé de fabrication sur un marché, il est nécessaire de faire la preuve de l'absence de risque. Cela n'existe pas aux USA, où les consommateurs peuvent se grouper pour défendre les intérêts des personnes lésées
mais doivent apporter la preuve de la nocivité du produit concerné, qui est complètement différent, opposé. Le but de ces négociations est d'abaisser le niveau de nos règles sanitaires et phytosanitaires, mais également techniques, plus strictes que celles des USA. Niveau des pesticides, contamination bactérienne, additifs toxiques, OGM, etc. Nous verrions arriver dans nos supermarchés le bœuf piqué aux hormones, le poulet désaffecté au chlore, les OGM. Cela concerne aussi la qualité du lait et les normes de fermentation des produits laitiers, dont les standards sont plus contraignants, cette fois aux USA. Mais c'est aussi la porte grande ouverte, en particulier à l'exploitation de gaz de schiste en particulier. La réglementation sur l'étiquetage des produits devrait être aussi abaissée, sans souci aucun de l'information des consommateurs. Nos normes salariales, sociales, sanitaires, environnementales sont toutes concernées. Les articles 28 et 31 de ce mandat concernent les droits de la propriété intellectuelle. Cela correspond, par exemple, à l'accaparement du vivant par les multinationales, par le biais des brevets, sur les semences, entre autres, ou à l'interdiction de médicaments génériques. L'article 39 prévoit la libéralisation entière des mouvements de capitaux. Pourtant, la crise des subprimes a déjà eu d'importants retentissements dans l'UE. Les spéculateurs ont encore beaucoup d'avenir. Dans l'article 44, il est prévu la possibilité d'élargir le champ des négociations sur le choix de la Commission en respectant bien sûr les procédures mises en place. Si la Commission pense pouvoir obtenir une avancée dans un secteur, si elle lâche du lest sur l'audiovisuel pour le moment exclu du mandat, elle aura la possibilité de le faire. Il est prévu aussi une commission qui sera mise en place dans le cas où ce traité serait ratifié. Une commission serait mise en place afin d'étudier toute évolution, tout ce qui aurait pu être oublié pour amender cet accord. Les États ne pourront plus légiférer en dehors de cet accord, ce seront les multinationales qui dicteront leurs lois. Eh bien, tout ça pour un gain de quelques dizaines d'euros par famille et par an, mais des milliards pour les multinationales. Voilà pour expliquer la première explication. Merci. Monsieur Delano, nous avons quelques questions par rapport au rôle et au pouvoir des parlementaires. Et la première question, c'est le Parlement européen a-t-il le pouvoir de demander à la Commission l'arrêt des négociations avec les USA? Et si c'est le cas, comment vous positionneriez-vous? Le Parlement européen a toujours le droit de demander de cesser les négociations. Pour l'instant, il a souhaité, le Parlement dans sa majorité, que les négociations continuent. Effectivement, il y a deux hypothèses où on dit stop, on ne veut pas entendre parler, point final. On dit il y a peut-être des choses qu'il faut regarder de plus près et puis négocier. Donc c'est plutôt dans cet état d'esprit que le Parlement européen a été, puisque je ne suis pas encore à l'époque dans le Parlement européen, mais la décision a été prise de continuer effectivement, de permettre à la Commission de continuer les négociations, puisque la Commission effectivement a un mandat de négociation qui n'émane pas du Parlement d'ailleurs, qui émane des États, il y a des 28 États membres, et qui ont demandé à la Commission européenne de commencer à travailler sur ces questions-là. Alors, est-ce qu'il a le pouvoir d'arrêter le Parlement? La réponse est non. La réponse est non. Mais par contre, il a un pouvoir, et j'ai envie de dire un devoir de vigilance. Et c'est là-dessus, je crois, qu'il faut qu'on réfléchisse. Comment le Parlement peut faire bouger les choses par rapport au tableau extrêmement noir qui a été présenté par Michel Bory. Et évidemment, si ce tableau était aussi noir que ça, je ne mettrai pas ma voix pour autoriser la signature d'un tel traité, vous l'avez bien compris. Mais il y a des choses à discuter. Les Américains ont leur civilisation, nous avons la nôtre, et nous avons effectivement notre façon de parler, notre façon de vivre, ils ont la leur. Il faut peut-être aussi se parler à un moment, et puis dire comment on peut
effectivement faire en sorte qu'on puisse continuer à négocier. Vous savez, les Américains jusqu'à présent ne nous ont pas fait beaucoup de cadeaux. Ils n'ont pas fait beaucoup de cadeaux. Souvenez-vous du Concorde. Le Concorde a été tué une première fois par les Américains. Nous étions très en avance au niveau technologique, avant que le Concorde ne se tue lui-même au Bourget, mais il a été tué une première fois par les Américains parce qu'ils ont refusé l'atterrissage du Concorde sur leur sol. Donc ils ont le pouvoir de nuisance de toute façon. De toute façon. Et ils ont le pouvoir de le traiter aussi avec d'autres pays émergents. Je pense notamment à la Chine, qui est en embuscade, et les BRICS, qui sont derrière aussi en embuscade. Donc c'est toutes des questions qui sont extrêmement complexes et dont il faut parler. Il faut surtout ne pas ignorer la globalité de la situation. Il faut en parler. Et je crois qu'il faut tout mettre sur la table. Et le Parlement européen a cette exigence-là, et il a obtenu satisfaction, que la Commission européenne mette tous les documents sur la table, au moins auprès des parlementaires. La deuxième question, c'est justement l'opacité des négociations, le mode de ratification et de fait l'exclusion des citoyens dans les prises de décision au sujet des traités de libre-échange nous semble une dérive antidémocratique. Oui, très clairement, c'est aussi pour ça que nous sommes un certain nombre à avoir réagi contre cette situation inacceptable d'opacité totale dans les négociations. On ne peut pas aujourd'hui demander à ce que des traités aussi importants soient négociés dans l'opacité et entre quelques initiés, surtout. C'est ça, quelques initiés, dont les grandes entreprises que vous avez évoquées tout à l'heure, effectivement, qui, elles, ont sans doute un certain nombre d'intérêts qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas les nôtres. Donc il faut effectivement, de ce côté-là, faire en sorte qu'il y ait une mise sur la table de l'ensemble des documents. Et la Commission s'est engagée à mettre l'ensemble des documents à la disposition des parlementaires. Je pense que c'est une première étape importante et que la négociation ensuite se fasse aussi avec la société civile. Parce qu'il n'y a pas de raison que la société civile soit exclue de ces négociations, parce que c'est elle qui va effectivement pâtir le cas échéant ou bénéficier le cas échéant d'un tel traité. Donc il faut que cette transparence ait lieu et que les documents, tous les documents, soient mis sur la table. En tout cas, c'est une exigence du Parlement. Pensez-vous que, comme le veulent les règles de l'Union européenne pour les traités non strictement commerciaux, les parlements nationaux devraient ratifier ces traités? Alors, non seulement ils devraient, vous savez que la mise en œuvre éventuelle de ce traité, c'est quand même un parcours d'obstacles, puisque après négociation, les parlements nationaux, d'abord il faudra que les 28 États soient tous d'accord. C'est-à-dire qu'il y ait unanimité du Conseil. C'est une première étape à franchir, qui n'est pas garantie. Il faut que les 28 États soient tous d'accord. Ensuite, il faut que le Parlement européen délibère à une majorité qualifiée des 3/4. Ensuite, il faut que les parlements nationaux délibèrent aussi en faveur du traité. Alors, vous voyez que c'est un long parcours, et évidemment, on n'est pas au bout, parce qu'il y a des pays qui ne pourront pas se satisfaire d'un certain nombre de conditions qui seraient imposées par les traités. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que le traité, le cas échéant, sera signé en 2015. Je pense qu'il n'a aucune chance d'être signé en 2015. Mais il y a une procédure qui est en route, il y a une ouverture de négociation, et puis il y a une vigilance parlementaire qui me paraît de bonne loi. Les parlements, à la fois le Parlement européen et les parlements nationaux, seront amenés à se prononcer. Attendez, alors on pose des questions qu'on a préparées, après il y aura une autre intervention, on aura d'autres questions, et après il y aura des questions avec la salle. Désolé, on a organisé comme ça, parce que le timing est assez serré. Pensez-vous que la ratification de ces traités de libre-échange devrait faire l'objet d'un référendum en même temps dans tous les pays de l'Union européenne? C'est une formule. Chaque pays, j'ai envie de dire, aura la liberté de ratifier comme il l'entend. Il peut avoir une ratification de type parlementaire, mais il peut aussi avoir une ratification de type référendum. Ça dépend des États. Et je pense que chaque État a la liberté d'organiser comme il l'entend la validation ou pas de ce traité. Et comme président de la région Limousin, vous avez fait la démarche de déclarer la région Limousin hors TAFTA. Absolument.
pensez-vous être en mesure de prolonger cette action dans vos nouvelles fonctions au Parlement européen? Ah, ça c'est une bonne question. J'ai clairement affiché que la région Limousin se déclarait hors TAFTA compte tenu des éléments qui étaient en ma possession. Alors, les négociations sont en cours. Si le traité allait dans le sens qui a été évoqué par Michel Bory, c'est évidemment, la réponse serait, bien sûr, la région continue à résister et continue à se situer hors TAFTA. Et vous savez, dans un Parlement, nous sommes 751 au Parlement européen, il y a 220 PPE, c'est-à-dire la droite et classique, il y a 190 socialistes et démocrates, il y a une cinquantaine de verts, il y a une cinquantaine de gauche de la gauche, et il y a 80, je crois, libéraux, et puis il y a les non-inscrits qui sont des eurosceptiques, comme vous le savez. Donc le Parlement européen est très divers. Et j'ai envie de vous dire qu'à l'intérieur de chaque groupe politique, il y a aussi des divergences. C'est-à-dire, parmi les socialistes, groupe que je connais le mieux quand même, il y a des divergences entre pays. Les socialistes allemands n'ont pas tout à fait le même point de vue que nous, ou que les socialistes anglais, les travaillistes anglais. Donc il y aura un débat de groupe, clairement, là-dessus, mais chaque député garde sa liberté de conscience et sa liberté de vote. Et une dernière question, à ce jour, le texte de l'accord avec le Canada a-t-il été communiqué au Parlement européen? Est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui, on a pris connaissance, mais on va être amené, là aussi, à se prononcer sur cet accord, dans les mêmes conditions d'ailleurs que TAFTA, c'est-à-dire qu'il y a une procédure réglementaire et parlementaire qui se met en œuvre, donc ça va venir sur la table très, très prochainement d'ailleurs, mais il y aura la même procédure pour l'accord Canada, qui lui est bien entendu très en avance sur le TAFTA, mais qui rentre dans la procédure de validation maintenant, parce qu'il n'est pas encore opérationnel, il rentre dans la procédure de validation. Merci. Je vais passer maintenant la parole à Jacques Pasquier. Bonsoir. Oui, c'est qu'il est arrêté simplement. Bonsoir, Jacques Pasquier, je suis paysan dans la Vienne, le département d'à côté, producteur de blé, de maïs, de tournesol, de colza, voilà ce qu'on appelle les grandes cultures. Et à la Confédération paysanne, c'est-à-dire je m'intéresse aux questions de politique agricole depuis déjà une dizaine d'années, un peu plus. Et c'est à ce titre-là que, de fait, je me suis intéressé aux questions des accords de libre-échange et que je suis ici ce soir. Donc, il y a peut-être des choses que Michel a déjà plus ou moins abordées rapidement, sur lesquelles je vais revenir. Je vais intervenir en lien avec les questions agricoles, de façon assez logique. L'agriculture à l'OMC, on en a entendu parler depuis au moins la fin des années, enfin un peu avant 2000. L'agriculture à l'OMC, ça avait été un grand rassemblement dont on avait entendu parler en France à Seattle. On avait vu José Bové, François Dufour, alors porte-parole de la Confédération paysanne, s'associer à un immense rassemblement de la population qui, pour l'une des premières fois au moins, se faisait entendre, et on faisait entendre la question agricole dans ce marchandage mondial. Il y a eu un autre rassemblement en 2003 à Cancún, au Mexique, où un paysan coréen s'était suicidé au moment des négociations, pour dire que sur tous les continents, la question du libre-échange et du commerce libre et non faussé, comme on nous dit, inquiète beaucoup les producteurs. Avant, comme l'a dit Michel, il y avait eu le GATT, il y avait déjà eu des accords, des tentatives d'accords pour limiter, pour favoriser le commerce et mettre des limites à tout ce qui freine ce commerce. Un autre épisode directement découlant de ces questions de libre-échange, c'est une affaire dont on ne sait pas forcément
le lien qu'il y a avec tout ça, c'est le démontage du McDo en 1999 à Millau. En fait, l'histoire du McDo, elle commence une bonne dizaine d'années avant. En 1988, l'Union européenne interdit l'importation de viande hormonée, c'est-à-dire de viande de bœuf produite avec des animaux recevant des piqûres d'hormones pour grossir plus vite. En fait, ces hormones faisaient qu'il y avait plus d'eau dans les tissus, donc on achetait de l'eau. On achète de l'eau parce que ça se vend encore aux États-Unis et au Canada. Et l'Union européenne avait interdit ça. Cette importation, c'était contraire à la liberté du commerce. Et en 1998, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, a autorisé les États-Unis à appliquer des pénalités sur des produits agricoles français, européens, en représailles à cette interdiction d'importer de la viande hormonée. 62, je crois, produits avaient été taxés à 100%, dont le roquefort, l'ail de verre, du lauraguais, enfin un certain nombre de produits de tous les pays européens. Et c'est contre cette taxation, contre cette décision de l'Organisation mondiale du commerce, que symboliquement le McDo avait été démonté. Souvent on croit que c'est par rapport aux OGM, parce que dans le même temps il y avait un combat contre les OGM, mais non, c'était par rapport à la malbouffe et par rapport à cette viande produite avec des hormones. En 2012, on a eu une décision de l'Organisation mondiale du commerce qui a reconnu à l'Union européenne le droit d'interdire la viande aux hormones. Donc il n'y a plus la pénalité de 100% de taxation sur les 62 produits, mais en contrepartie, il y a eu des contingents d'importation de viande saine, c'est-à-dire produite sans hormones, aussi bien au bénéfice des États-Unis que du Canada. On va y revenir parce que la logique du traité, elle est celle-ci, c'est possiblement de remettre en cause cette interdiction de viande hormonée. Pas tout de suite, nous dit-on, mais je vais y revenir. Mais pour tout ça, pour expliquer que déjà, le commerce mondial, les multinationales essaient de nous imposer un certain nombre de choses contre la volonté, contre l'intérêt et contre la santé des populations. Jusqu'à présent, ou jusqu'il n'y a pas longtemps, l'agriculture était traitée comme le reste des biens, des marchandises, des services, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, dans les négociations de l'OMC qui, depuis 2008, sont à peu près à une impasse et ne fonctionnent plus, notamment parce que des nouveaux pays importants, ce qu'on appelle des pays émergents de l'économie mondiale, le Brésil, la Chine, l'Inde notamment, sur les questions agricoles, ne veulent pas suivre les directives des, entre guillemets, grands pays qui imposent leur vision du monde à tous les autres. Et donc, les accords de libre-échange comme ceux dont on parle ce soir sont la résultante de cette impasse de l'OMC, c'est-à-dire que par les accords de libre-échange, les grands États occidentaux, traditionnels, c'est-à-dire en l'occurrence là, les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, essaient de contourner le blocage de l'OMC, mais en plus veulent, en créant un immense marché, obliger les autres pays à se ranger derrière eux et à leurs décisions. Pour information, le TAFTA, traité transatlantique entre les États-Unis et l'Union européenne, va englober environ 40% du produit intérieur brut mondial. C'est colossal, et une fois que cet accord serait fait, les autres pays seraient obligés de le prendre en compte. C'est la stratégie menée par les multinationales qui pilotent l'affaire. Alors, il y a deux traités en cause, un entre le Canada et l'Union européenne, qui est déjà très avancé puisque les négociations sont arrivées à leur terme, le texte final est validé, et on en est au stade où maintenant le Parlement européen, le Conseil, les États doivent valider, on ne sait pas dans quel délai, doivent valider l'accord tel qu'il a été négocié par la Commission européenne et le Canada.
L'autre traité entre les États-Unis et l'Union européenne est moins avancé, c'est le TAFTA. Et celui-ci, les deux se ressemblent beaucoup. Disons que le CETA est un précurseur, c'est un galop d'essai du contenu du TAFTA. L'agriculture est concernée par la plupart des décisions, des champs d'intervention de ces traités, notamment sur le commerce des biens, puisque l'alimentation, les denrées agricoles, les denrées agricoles transformées sont des biens, mais également par la question de la libéralisation du marché public, l'accès de l'alimentation à la restauration collective, par exemple. La politique énergétique a aussi une incidence sur l'agriculture, mais en tout cas sur le milieu rural. Là, je ne vais pas y revenir après, donc je développe un peu. On pourrait très bien imaginer qu'on nous impose l'exploitation des gaz de schiste à travers ces accords. Parce que, effectivement, aujourd'hui, on a décidé, de façon assez généralisée, en France, il y a une forte majorité de personnes, pas une unanimité, pour refuser l'exploitation des gaz de schiste parce que c'est dévastateur pour l'environnement, sans doute très polluant, ça peut même avoir d'autres conséquences plus graves, telles que des tremblements de terre, des choses comme ça. En tout cas, on joue des apprentis sorciers avec la géologie à travers l'exploitation des gaz de schiste. On pourrait imaginer qu'avec le mécanisme de règlement des différends, d'une part, c'est-à-dire l'espèce de tribunal qui n'en est pas un, tribunal privé, on puisse imposer, au nom du préjudice subi par les industries pétrolières, aux États des indemnités s'ils continuent à refuser l'exploitation. Mais on sait aussi qu'il y a un conseil qui a été évoqué par Michel et qui va intervenir dans la durée, une fois les CETA et TAFTA validés. Ce conseil de la coopération réglementaire vise à faire évoluer les réglementations, donc les lois, de chacun des partenaires de ces accords. Et on pourrait très bien imaginer que dans un premier temps, un certain nombre de choses soient exclues, et j'y reviendrai sans doute, mais qu'au fil du temps, ce Conseil de coopération réglementaire vise, au nom de l'harmonisation des réglementations, vise à faire qu'on ne puisse plus choisir, nous, ce qui est bon ou mauvais pour notre santé, mais qu'il faudra choisir ce que le commerce mondial a envie de faire. Le choix sera limité. Alors, sur l'agriculture à proprement dit, la surface des fermes aux États-Unis est d'environ 170 hectares, quand celle de l'Union européenne est de 13 hectares en moyenne. Alors, en France, elle est plutôt de 52 en moyenne, 52 hectares, mais les 28 pays de l'Union européenne sont très divers, et la surface moyenne, c'est 13 hectares. Donc on a des fermes qui font 13 fois plus de surface aux États-Unis qu'ici. Ça a été dit tout à l'heure par Michel, mais je le rappelle, sur 1000 hectares. 1000 hectares, c'est 2000 terrains de foot. Enfin, pour avoir une idée, parfois un hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres. Sur 1000 hectares de terres agricoles, en Europe, il y a 57 personnes qui travaillent. Aux États-Unis, il y en a 6. Créer ce marché unique, c'est mettre en compétition ces fermes de 13 hectares avec celles de 170. Là où il y a 6 personnes qui se rémunèrent sur 1000 hectares, on va mettre en compétition des territoires où 57 personnes travaillent et se rémunèrent sur 1000 hectares. La situation actuelle, c'est que l'Union européenne a des excédents dans le marché, dans les échanges entre les États-Unis et l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui est bénéficiaire à l'heure actuelle, essentiellement pour 2 secteurs, mais de très loin, il y en a un qui domine, c'est 90% des excédents viennent de la vente des vins et des spiritueux. Les vins, Bordeaux, Bourgogne, et les spiritueux, c'est le cognac, l'armagnac, essentiellement. Et les produits laitiers, c'est-à-dire plutôt des fromages.
Voilà les deux secteurs qui sont fortement exportateurs et bénéficiaires de la balance commerciale agricole. Sinon, les États-Unis et l'Europe sont deux partenaires déjà très importants. Ils n'ont pas besoin du TAFTA pour améliorer leur business entre eux. Le TAFTA, il sert à autre chose. Je l'ai dit, c'est imposer aux pays qui en sont extérieurs les règles du TAFTA. Mais aujourd'hui, c'est déjà les premiers partenaires, premiers importateurs et exportateurs les uns avec les autres, dans les produits en général, pas sur les questions agricoles. Sur les questions agricoles, c'est plutôt le contraire. On a des normes sanitaires, ce qu'on appelle des barrières non tarifaires, qui sont suffisamment strictes de part et d'autre, et qui fait qu'il y a assez peu d'échanges entre les deux pays, comparé aux consommations intérieures de chacun, les deux régions du monde, comparé à ce qui circule comme alimentation, comme produit agricole dans ces deux régions. Les différences de normes, c'est que dans l'Union européenne, on a ce qu'on appelle le principe de précaution, et que pour mettre en circulation un produit, on doit faire la démonstration, la preuve de l'absence de risque. Aux États-Unis, c'est juste la démarche inverse, c'est qu'on doit prouver scientifiquement la nocivité d'un produit pour le retirer. D'un côté, on l'autorise si on a prouvé qu'il est sain, de l'autre, on le retire quand on a prouvé qu'il est mauvais. C'est quand même assez particulier parce que dans ce cas, c'est peut-être un peu trop tard. C'est sûrement un peu trop tard. Et puis, les États-Unis répètent sans cesse que les normes doivent être fondées sur la science. Alors ça, c'est une belle phrase. Comme ça, on peut dire que c'est logique. Sauf que la science, c'est justement une denrée périssable. Parce que la science, elle est vraie à un instant T, à l'état des connaissances à un instant T. La science, c'est ce qui fait qu'on autorise un pesticide un jour, parce qu'il a été homologué et testé, on trouve qu'il est sain, qu'on peut l'utiliser. Et puis 10 ans plus tard, c'est la même science, les mêmes personnes, les mêmes laboratoires qui vont retirer ce pesticide parce qu'on a constaté que ce pesticide, il a beaucoup d'effets négatifs et dangereux sur l'environnement, sur la santé. Voilà. Donc la science, oui, mais la science n'est pas la vérité absolue permanente. Par exemple, sur la chaîne sanitaire, il y a deux stratégies. Pour les États-Unis, on traite les denrées à la fin du processus de production. Et on nettoie par toutes sortes de moyens les produits alimentaires. En Europe, on a une traçabilité de la chaîne alimentaire qui vise à préserver la salubrité de la production. Alors, aux États-Unis, aujourd'hui, on utilise de l'acide lactique pour traiter la viande de bovine, la viande de bovin. On utilise des produits chlorés, une sorte d'eau de javel. Alors, l'eau de javel, il y avait un dessin. Voilà. On utilise des produits chlorés pour désinfecter la viande de volaille. Alors qu'en France, en Europe, on utilise uniquement le froid et le lavage à l'eau. Il n'y a que ça d'autorisé aujourd'hui pour préserver la qualité. C'est dans la chaîne de production et la surveillance de cette chaîne de production que l'on garantit la salubrité des produits. Aux États-Unis, à la limite, on peut faire un peu n'importe quoi, mais à la fin, on va en gros stériliser. C'est le principe. Sauf que le chlore, l'acide lactique, les autres produits sont peut-être pas si sains que ça. Aujourd'hui, on produit du lait aux États-Unis. J'ai parlé des hormones pour la viande bovine, mais on utilise aussi des hormones pour augmenter la production de lait des vaches aux États-Unis et au Canada. On utilise un médicament qui s'appelle la ractopamine dans l'alimentation des porcs pour changer la teneur en gras et en protéines de la viande de porc. Je trouve que c'est quand même un médicament et que tout médicament peut avoir des effets secondaires. Pour information, la ractopamine est aujourd'hui interdite en Europe, mais elle est aussi interdite en Chine, en Russie. A priori, ils ne sont pas les plus exigeants en termes de qualité, donc ça peut inquiéter de voir qu'on va rentrer dans un pays où on autorise ce genre de choses, enfin en partenariat avec un pays qui autorise ce genre de choses. Bon, la viande clonée rentre aussi dans la chaîne alimentaire, la viande issue d'animaux clonés rentre dans la chaîne alimentaire aux États-Unis.
Alors, on nous dit aujourd'hui, j'anticipe peut-être une réponse de M. Denano sur ce sujet, on nous dit aujourd'hui qu'il y a des garanties dans l'accord pour ne pas changer cette norme qui nous imposerait de consommer du lait produit avec des hormones laitières, qui nous imposerait de manger du porc produit avec de la ractopamine. Et effectivement, dans un premier temps, on peut tout à fait imaginer que l'accord soit signé comme ça, mais encore une fois, ça renvoie à ce qui s'appelle le Conseil de coopération réglementaire, dont la fonction est d'harmoniser les réglementations au fil du temps. Et c'est une évidence que si on crée ce Conseil de coopération réglementaire, c'est bien pour qu'il intervienne sur ce genre de choses. Déjà, les signes ne sont pas très encourageants, puisqu'on prépare le terrain. L'Union européenne a autorisé le traitement de la viande bovine avec l'acide lactique. C'est-à-dire qu'on nettoie les bactéries en pulvérisant de l'acide lactique sur la viande bovine. Et puis les États-Unis, de leur côté, pour faire signe de bonne volonté, ont levé l'embargo sur la viande bovine européenne qui était interdite depuis la crise de l'ESB. Donc on voit bien que de chaque côté, chacun fait preuve de bonne volonté pour montrer qu'on veut ouvrir son marché. Alors par ailleurs, la réglementation sociale, il y avait un dessin qui n'est peut-être pas très lisible, la réglementation sociale du travail va aussi pouvoir être affectée par ces enjeux du TAFTA, par les enjeux du TAFTA. La rémunération du travail sera une variable d'ajustement. On a déjà ça parfois au niveau européen, mais on a déjà aussi des sociétés de prestation de services. C'est-à-dire des sociétés qui vont chercher des travailleurs à l'étranger et les font travailler à la récolte des fruits, pour les vendanges, pour les melons, pour tout un tas d'activités. Ce sont des sociétés qui importent de la main-d'œuvre et qui servent d'intermédiaire entre les employeurs et les travailleurs. Ce genre de société de services risque de se développer avec des accords comme ceci, puisque le travail est un coût, et donc le salaire minimum, le droit du travail, tout ça risque d'être remis en cause. Je dis risque parce qu'aujourd'hui on ne sait pas ce qui va en ressortir. Simplement, on a l'expérience de l'ALENA. L'ALENA, c'est un accord de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Et déjà, le droit du travail et la vie des paysans mexicains a été fortement détériorée par cette ALENA qui a 20 ans d'existence. Donc, certains nous rassurent sur le traité, le TAFTA, sauf que quand on regarde ce qui s'est passé ailleurs avec ces traités, eh bien, tout laisse à penser que le pire, sans être certain, est quand même très probable. Aujourd'hui, dans les barrières qui freinent le commerce, il y a encore des droits de douane entre les États-Unis et l'Union européenne. D'une façon générale, les États-Unis appliquent des droits de douane, ce sont des taxes sur les produits qui rentrent dans le pays. Les droits de douane, ce sont des taxes qui renchérissent le coût d'importation. Alors, les droits de douane sont moins élevés aux États-Unis qu'en France, ou qu'en Europe. Excusez-moi, j'ai toujours le lapsus. Et parfois de façon très importante. Mais, on le verra tout à l'heure pour la viande bovine, les coûts de production ne sont pas les mêmes. La parité euro-dollar ne sont d'ailleurs pas les mêmes non plus. Ça varie au fil du temps. Donc les droits de douane, ils ont aussi cette fonction de réguler les écarts de prix entre les deux régions qui font des échanges économiques. L'objectif du TAFTA, tout comme celui du CETA, c'est de réduire, voire de démanteler les droits de douane complètement. C'est-à-dire, on importera sans mettre de taxes à l'entrée dans l'Union européenne. De même, aux États-Unis, il n'y aura pas de taxes. Le CETA, avec le Canada, donc, a déjà prévu une réduction de 90%, sauf sur 3 secteurs. On ne sait pas pourquoi sur ces 3 secteurs, mais peut-être qu'ils ont besoin d'en importer, enfin, ils ne veulent pas s'en mêler. Le maïs doux, les volailles et les produits liés aux œufs, les ovoproduits, qui eux restent exclus de l'accord. Par contre, il y a un contingent de produits laitiers
qui rentrera au Canada. C'est-à-dire l'Union européenne obtient la garantie de pouvoir exporter des produits laitiers au Canada. Aujourd'hui, au Canada, il y a un prix du lait qui sécurise les producteurs pour avoir un revenu. On va aller concurrencer les Canadiens. Et de la même manière, l'Union européenne prévoit un contingent d'importation de viande de porc et de viande de bœuf. Je pense que j'y reviendrai, et je pense que je vais faire plus que le montant qui était prévu.